Et nous est sur Europe 1. Luc Ferry nous a rejoint. Bonsoir, mon cher Luc Ferry. Bonsoir, Laurence. Plaisir de vous accueillir à chaque fois quand il y a des sorties de livres là, comme ces belles BD, Les Sagesse des mythes, contes et légendes, aux éditions Glénat, Lancelot et la Reine Guenièvre et Tristan et Isolde, le château de Tintagel. J'ai tout bien dit, mon cher Luc. Oui, mais on va parler de l'actualité aussi. C'est des mythologies géniales, parce que comme toujours, comme je fais avec la mythologie grecque, je pars des premiers textes, des premières versions qui sont grandioses. Donc, mais moi j'ai toute la collection. Ah non, mais c'est vraiment des mythes absolument extraordinaires. Oui. Bon. Et c'est avec une très grande question, je vous laisse tout de suite, mais qui c'est vous qui animez ce soir. Oui, non, mais c'est pas... Attends, il faut quand même, mon éditeur, il faut que je vende un peu les livres. La grande question de ces mythes-là, c'est est-ce que la passion amoureuse peut résister à la vie conjugale? C'est un grand thème, non? Très, très beau thème, effectivement. D'ailleurs, vous devez répondre à cette question. Ça dépend. Bon, Luc Ferry, évidemment, on apprécie vos talents et d'écrivain. Et là, dans ces bandes dessinées, on apprécie aussi vos avis sur le monde politique, sur la société française, les fractures de la société française. On a tous été saisis depuis le début de la semaine par une grande émotion après la mort de cette jeune fille, par un Marocain qui était sous OQTF. Il y a des dissensions quand même dans le personnel politique, ceux qui trouvent que c'est un fait divers comme les autres, puis qu'on n'a pas le droit au fond, de mentionner le fait que cet homme serait sous OQTF. Comment vous expliquez ces indignations sélectives? Oui, et puis Sandrine Rousseau dit qu'il y a de la récupération à droite, etc. Tout ça est tellement... Bon, évidemment, tous les pères de famille comme moi qui ont des filles se disent ça pourrait être ma fille. Bon, et c'est une série de dysfonctionnements qui est quand même absolument hallucinante. Moi, je suis désolé, j'ai absolument rien contre Didier Migaud, qui est un homme honorable, mais quand il dit qu'on n'a jamais été aussi en gros sévère qu'aujourd'hui et qu'il donne une leçon à Retailleau, assez désagréable d'ailleurs, parce qu'en gros il dit mon collègue dit des conneries et je vais lui apprendre lui faire la leçon. Bon, c'est le sous-texte, il le dit pas comme ça, mais c'est l'idée. Bon, et donc c'est quand même très désagréable. En plus, c'est stupide parce que dès qu'il arrive au gouvernement, bon, mais ce Marocain, cet assassin qui était récidiviste, devait faire 7 ans, ce qui est déjà pour un viol pas beaucoup. Il est libéré au bout de 5 ans, ce qui est quand même vraiment bizarre. Et en plus, c'est pas le Maroc qui fait de reprendre, puisque le passeport, si je puis dire, de retour au Maroc est arrivé 3 jours après qu'on l'ait libéré. Et en plus, le juge qui le libère, le magistrat qui le libère, dit il est dangereux et il est potentiellement récidiviste. Donc, on a une quintessence de tous les défauts absurdes du système policier judiciaire français. Bon. Et donc, c'est une catastrophe. Et donc, c'est pas un fait divers, c'est un emblème de tout ce qui ne va pas. De ce point de vue-là, il n'y a pas un Français de gauche ou de droite qui peut ne pas tomber des nues quand il entend ça. Il y a plusieurs problèmes dans ce problème, dans cette affaire-là. Il y a l'histoire de la récidive, c'est évident, et le problème des OQTF. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser ce problème de l'immigration sans se déchirer en se jetant des anathèmes à la figure Luc Ferry? Parce que pourquoi on ne peut pas penser ce problème-là? Droite-gauche. Moi, je m'engueule avec mon ami Danny Cohn-Bendit tous les dimanches sur LCI sur le sujet, parce que lui, il pense que le but, c'est pas de limiter l'immigration, mais c'est de faire en sorte que les communautés s'entendent bien. Donc, ce que je lui dis toujours, il l'entend quand même un peu, mais c'est qu'on a affaire à certaines communautés, je parle des islamistes, avec lesquels il n'y a pas d'entente possible, pas plus qu'avec les nazis, parce qu'ils nous haïssent littéralement, qui détestent la démocratie, détestent les femmes, ils détestent les Lumières, et qu'il n'y a rien à faire avec eux, c'est tout. Donc, ils ne sont pas séparatistes. S'ils étaient séparatistes, ce serait la bonne nouvelle, mais ils sont conquérants. Et donc, quand on voit que 80% des profs d'histoire et de français ont la trouille de faire un cours aujourd'hui parce qu'ils risquent de se faire égorger, pardon de le dire, mais c'est la vérité. Voilà, 80% des profs ont la trouille de faire un cours sur certains sujets, en particulier dès qu'il s'agit des Juifs. Donc c'est ça la réalité, pardon de le dire un peu brutalement, mais c'est vrai. Vous savez, Laurence, moi je pense que, si je peux me permettre un mot là-dessus, j'ai passé mon existence à critiquer les théories du déclin, les déclinologues, depuis Spengler, le déclin de l'Occident, notre ami Onfray, Finkielkraut, je me suis toujours un peu engueulé avec eux, parce que malgré tout, ça va quand même mieux que dans les années 30. Le nazisme est mort, le communisme est quasiment mort. Il n'y a pas Mussolini, Pétain, Franco, Salazar, Hitler, Staline aux portes de la France, autour. Bon, ça va quand même mieux, même que les années 70. Pour la première fois de ma vie, je pense que depuis 7 ans, depuis que Macron est au pouvoir,
on s'effondre littéralement, on s'écroule dans tous les domaines. Pas seulement la dette, les déficits publics, les faillites qui se profilent à l'horizon, le déficit de la balance commerciale, pas simplement déficit public, sur l'immigration, sur la sécurité. 5 ministres de l'éducation en 5 ans, mais c'est grotesque. Voilà. Et vous donc, avez sur été tous les ministre de sujets, l'Éducation. on est en déclin, désindustrialisation, la perte de pouvoir en Europe, la démission forcée de Thierry Breton, qui a été un excellent commissaire, c'est un scandale. Il a été lâché par Macron, qui n'a plus aucun pouvoir en Europe. Tout ça, voilà, je suis désolé. Donc excusez-moi, mais c'est une France en déclin que vous nous décrivez, donc voilà, Luc Ferry. Oui, et je suis désolé de le dire parce que c'est pas du tout ma Mais alors, vision. Luc Ferry, Louis Dragnel. on va repartir dans une phase optimiste. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Deux choses. Un, moi je suis maintenant, alors que j'ai défendu le scrutin majoritaire pendant toute ma vie, mais je suis pour le système allemand dans l'état actuel de la France, parce qu'il n'y a pas un bloc de droite, un bloc de gauche. Le scrutin majoritaire, c'était bien quand il y avait 2 blocs. Mais là, on a 6 courants politiques qui se détestent entre eux. On a ce qui reste des gaullistes, qui reste des socialistes, on a les écolos, on a l'extrême gauche, on a le Rassemblement national et les centristes. Donc c'est pas jouable. Il faut un système à l'allemande. Et puis je pense sincèrement que si Macron appliquait Ça donnerait quoi dans votre esprit, le système allemand? Ça donnerait l'obligation, comme en Allemagne, d'avoir un président de la République qui représente, comme Olaf Scholz représente, 70% des Allemands. Donc c'est la fin de la Ve République. Évidemment. Vous appelez à la fin de la Ve République. Évidemment. Il n'y a aucun régime parlementaire et on sort du régime présidentiel. Non. De toute façon, l'élection du président au suffrage universel, c'est devenu, dans un monde aussi complexe qu'aujourd'hui, une absurdité totale. Le président de la République, il peut nommer, le patron de l'Opéra de Paris, mais ça n'a aucun sens. Voilà, donc c'est fini. Ça. Et en même temps, c'est ce qui a fait pendant des années la France de la France, Luc Ferry. Oui. C'est ce qui permet à la France, par exemple, Emmanuel Macron est le seul chef d'État européen à pouvoir décider de l'envoi de troupes à l'étranger sans passer par un vote au Parlement. Il y a un certain nombre d'atouts quand on dispose de l'arme nucléaire, par exemple. Macron, c'est ça qui m'inquiète le plus. Il avait envisagé d'envoyer des troupes à Odessa. Oui, ce serait... Plus... Vous savez... Alors, Luc Ferry, s'il vous plaît, laissez-les parler, Luc Ferry. Le plus absurde comme idée, donc je ne sais pas ce qui m'enthousiasme le plus dans ce que vous défendez comme idée. C'était pas le meilleur exemple. Non, vous n'avez pas choisi le meilleur exemple pour défendre votre thèse. Non, je pense que ce qui serait à l'honneur de Macron, ce serait de mettre en place ces proportionnels sur le modèle allemand, encore une fois, pour obliger à ce qu'on ait enfin une culture. Mais est-ce que vous croyez qu'on arriverait avec le système allemand de ne pas avoir cette France complètement émiettée et impersable? Il n'y a aucune raison. Pourquoi voulez-vous en gros, que quelqu'un un social-démocrate comme, je sais pas, comme Cazeneuve ne puisse pas parler avec un LR pro-européen comme Juppé? C'est pas le cas aujourd'hui alors? Mais parce que le système majoritaire l'empêche. Le système majoritaire l'interdit. Donc moi, si je devais dire à Macron ce que j'applaudirais chez lui, c'est de mettre en place un système à l'allemande et de démissionner, comme il l'avait annoncé en 2019, quand il disait que si on est désavoué par une élection nationale, il faut démissionner. S'il pouvait faire les deux, ça donnerait une chance à la France. Mais alors, Catherine, vous avez remarqué que le système à l'allemande, ça ne marche pas très très bien. Hein. Ah si, ça marche génialement. Ça jamais. Excusez-moi, j'ai fait mes études en Allemagne. Oui, donc mais d'accord, mais il marche très bien. Non, ils ont un problème évidemment parce qu'ils ont investi. Ils n'ont pas investi dans le nucléaire. Ils ont eu tort à cause des écologistes allemands. C'est d'ailleurs le seul défaut à mes yeux de Mme Merkel, c'est qu'elle n'a jamais osé contredire les écologistes sur la question du nucléaire. Donc la guerre en Ukraine. Voilà. Mais je vous signale quand même que la dette de l'Allemagne, elle est à 70% du PIB, l'un autre est à 112%. Donc ils ont des sacrées marges de manœuvre. Mais sur Luc Ferry, ils sont obligés de restaurer le contrôle. Alors, mais tant mieux, très bien. Mais tant mieux. Tant mieux. Uniquement parce qu'il y a une explosion de l'AfD, qui est le parti d'extrême droite. Mais tant mieux, très bien, tant mieux si ça peut les aider à avancer. Mais je vous signale une chose, c'est que les Allemands, ils ont une immigration qui n'est pas du tout la nôtre. Ils n'ont pas une immigration qui est aussi hostile que la nôtre. Ils n'ont pas connu la guerre d'Algérie. C'est le même héritage colonial aussi. Non, mais ils n'ont pas connu, bien sûr, et c'est ce que je vous dis, bien sûr. Et donc, nous, on a une immigration qui est beaucoup plus sensible. L'ancien ministre, j'oublie, Gérard Collomb, voilà, qui était par ailleurs un homme pour qui j'avais une certaine considération, et même sympathie. Il m'avait dit un jour qu'il y avait probablement 200 000 djihadistes en France, c'est-à-dire 200 000 personnes qui sont prêtes à égorger n'importe quel prof d'histoire s'il met un mot de travers. C'est ça aussi la France. C'est pas le cas en Allemagne.
D'accord. La méthode Michel Barnier, est-ce qu'elle peut fonctionner selon vous, Luc Ferry? Il a réuni ce matin, par exemple, Bruno Retailleau, Didier Migaud pour tenter de les mettre d'accord, parce qu'on a entendu de grandes dissensions entre les deux. Ça peut pas fonctionner? Non, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pas le problème. Et si j'étais président de la République, c'est probablement lui que j'aurais choisi. Donc c'est pas. J'ai beaucoup de respect pour Retailleau aussi. C'est pas le problème. Le problème, il a très bien fait d'appeler Marine Le Pen pour son ministre des Finances ayant dit une connerie. Bon, même chose, il a appelé David Lisnard, qui est d'ailleurs un type remarquable, parce que sa ministre de l'écologie avait dit une connerie. Il est obligé il va essayer de rabibocher Migaud et Retailleau. Il fait le boulot. C'est pas ça le problème. Il a 6 revolvers sur la tempe. C'est ça le problème. Il a évidemment la possibilité d'un accord entre la LFI et le RN, donc motion de censure, ça peut arriver sur certains sujets. Pas sur l'immigration d'ailleurs, ni la sécurité, mais sur d'autres sujets, oui. Et puis il a l'Union européenne, qui nous met en examen, qui menace de nous mettre sous tutelle. Il y a les marchés financiers, les agences de notation. Le Conseil constitutionnel, si Retailleau veut reprendre les amendements qu'il avait essayé de faire passer sur la loi immigration, c'est lui qui l'avait fait. C'est très bien, ils étaient très bien ces amendements. C'était excellent. Oui. Mais ça a été retoqué par Fabius. Bon. Et donc, du coup, Retailleau, s'il veut refaire ça, il n'a pas seulement l'Union européenne contre lui, mais le Conseil constitutionnel contre lui. Mais Fabius, dans 6 mois. Mais moi, je suis contre la politisation du Conseil constitutionnel. J'étais au comité Balladur là, avec un certain nombre de juristes intelligents comme Denis de Béchillon, par exemple, Guy Carcassonne, le regretté, et Olivier Duhamel, qui est quand même, quoi qu'on en pense, un très bon juriste. Et on était tous d'accord pour arrêter de mettre des politiques aussi politiciens que Fabius au Conseil constitutionnel. C'est absurde. Alors, juste sur la hausse d'impôts, Luc Ferry, on entend beaucoup parler. Je suis très on a le mur de la dette là, qui nous arrive et on va nous dire allez, on va augmenter les impôts. Je suis à fond contre. C'est la mesure la plus stupide qu'on puisse prendre. Et je suis très étonné d'ailleurs que mon ancien budgétaire Jérôme Fournel puisse accepter ça, qui est le directeur de cabinet de Barnier maintenant, et qui a été mon budgétaire pendant 2 ans, qui est un type formidable. C'est absurde. Je vous dis pourquoi c'est absurde. D'abord parce que même si ça rapportait quelques milliards, c'est pas l'épaisseur du trait. On est à 3200 milliards d'euros de dette. Deuxièmement, c'est one shot. C'est un shoot de coq. C'est pas structurel. Donc ça ne rassure ni les marchés financiers, ni les agences de notation, ni l'Union européenne. Et donc, et troisièmement, Barnier a dit on va taxer les entreprises qui font des profits. Celles qui font pas des profits, ça s'appelle des administrations. Ou alors elles sont en faillite. Bon, c'est absurde. Et donc, si vous taxez les grandes entreprises qui font des profits, le problème, c'est que dans les 3 ans qui viennent, elles se vengent en serrant les boulons sur l'emploi. Et si vous serrez les boulons sur l'emploi, vous avez moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, vous avez plus d'argent qui en sort pour indemniser les chômeurs. C'est la mesure la plus bête qu'on puisse faire. Si on était au milieu de la zone euro, en termes de prélèvement obligatoire, ça se défendrait tout à fait. Mais on est 28e sur 28 en montant des prélèvements obligatoires, on est à 48%. Donc c'est absurde. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe dans la dépense publique? Mais évidemment, moins de profs, le seul moyen de gagner de l'argent, il n'y en a pas 2. Le seul moyen, on va vers les 6 millions de fonctionnaires. Le seul moyen de gagner de l'argent, et Dieu sait que ayant géré le plus gros budget de la France pendant 2 ans, j'ai regardé ça, j'ai passé des milliers d'heures. Le seul moyen, c'est de ne pas renouveler des départs à la retraite. Ça ne fait pas de mal, parce que vous ne virez personne, vous ne blessez pas les gens. Ce ne sont pas des gens qui vont aller envahir le marché du travail, puisqu'ils sont à la retraite, et c'est là que vous gagnez le plus d'argent. Et je donne toujours cet exemple, parce que si j'étais resté 3 mois de plus, c'était fait. On a une administration en région qui gère les lycées, une administration en département qui gère les collèges. Les 2 doublons, ça ne sert strictement à rien. 0. Et c'est même nuisible, ça marche moins bien. Donc pareil, si je prenais Pôle emploi, bon, et là, voilà, le projet de Fillon, c'était de supprimer progressivement en 5 ans 500 000 fonctionnaires. Mais c'est ça qu'il faut faire, évidemment. Aujourd'hui, la charge de la dette, elle dépasse ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Même Moscovici l'a dit, qui n'est pas un homme de droite. Bon, c'est absurde, voilà. Donc c'est pas en faisant un petit coup impôt, alors qu'on est le système le plus imposé du monde, qu'on va rassurer les marchés financiers, parce qu'ils savent très bien que c'est une connerie. Alors où sont les motifs d'espérer, Luc Ferry? Proportionnel et démission de Macron. Mais c'est un objectif personnel, on sent qu'il y a quelque chose. Non, c'est pas ça, mais il l'a dit en 2019, il l'a dit lui-même. Oui, mais Luc Ferry, d'un point de vue structurel, par exemple sur l'immigration, comment on fait? Quelles sont les solutions? Mais vous l'avez dit, sur les OQTF, contrairement à votre très bien, 93% des OQTF ne sont pas appliqués. Vous avez évoqué tout à l'heure vous-même les mesures de rétorsion qu'on peut prendre. Il faut un rapport de force, c'est pas la courtoisie, ça va maintenant, avec les pays d'immigration. Et en plus, vous avez
vous avez donné 3 ou 4 mesures qui sont les bonnes. Vous en avez oublié une, c'est de cibler les personnes aussi, de cibler les dirigeants. Voilà, ils ont un tas d'avoirs en France, ils ont besoin aussi de visa, ils ont besoin de se balader. Et là, vous avez plein de moyens. Les aides qu'on apporte qui sont considérables, vous avez l'argent qui part de France et qui va dans ces pays, vous pouvez le bloquer, vous avez la question des visas et vous avez la question des personnes. Donc, et puis on peut regarder ce qu'a fait Mme Mélanie et ce que fait le Danemark. Voilà, c'est ce que je dis à Retailleau s'il nous écoute. Madame Mélanie, je me souviens, mon ami Danny Cohn-Bendit, il s'est moqué d'elle pendant 2 ans. Voilà. Et puis maintenant, à 65% de baisse de l'immigration. Ah bah tiens, elle a réussi. Elle a fait comment ? Elle a passé un accord avec la Libye, avec la Tunisie, elle a installé un centre de rétention en Albanie. Ben pourquoi on ne fait pas la même chose ? Luc Ferry et Safoug, merci beaucoup d'être venus sur CNews et sur Europe 1. Avec ces BD, La sagesse des mythes, contes et légendes. Elles sont géniales. Lancelot, Tristan et d'autres, mais elles sont géniales. Et j'ai des dessinateurs qui sont merveilleux et puis des personnes qui m'aident à écrire ça, Clotilde Bruno et d'autres qui sont formidables. Vraiment, c'est magnifique. On les lira. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Catherine Ney. C'est mieux que la politique. Voilà, qui a vu l'ouragan Ferry se mettre en route. Hein. Ça, vous en êtes encore esbobby. Et Louis de Ragnel. Merci à vous, chers amis auditeurs, téléspectateurs. Tout de suite, Pierre Delvino sur Europe 1 et sur CNews, Christine Kelly. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes.